Alors, on va écouter Juan Luis Gastaldi, qui est doctorant à Bordeaux, sous la direction de Jean-Michel Saransky. Sa thèse porte sur la formalisation du sens. Pas seulement Jean-Michel, mais comme il est là, je le cite. Donc, sur la formalisation du sens. Il enseigne à l'École des Beaux-Arts de Montpellier et sa communication s'intitule « La répétition après la figure, l'autre forme dans le renouvellement du projet critique ». Je ne me trompe pas. C'est exactement ça, je vais expliquer ça du coup, tout de suite. Et je vois que Jean-Michel s'est exalté au moment où je dis... Flora a dit qu'il est mon éditeur, je l'exculpe de toutes les bêtises que je veux dire ici, il n'a rien à voir avec ça. Et voilà l'explication du titre. En fait, cette présentation est la continuation très stricte d'un article que j'ai écrit sur Lyotard et Deleuze et qui est apparu dans le livre des moments des années 60 de la philosophie française, le moment des années 60 de la philosophie française ou quelque chose comme ça. Et c'est une continuation de cet article qui s'appelle l'esthétique au sein des mots, que vous pouvez trouver en ligne, au moins dans une version dans le site du CIEF, et que je vais résumer très très brièvement, mais que je ne veux pas développer. Et cette continuation que je voulais proposer aujourd'hui était déjà prévue à la fin de cet article lui-même. Alors, dans ce texte, je soutenais l'idée que la notion de figure chez Lyotard n'était rien d'autre, mais c'est déjà beaucoup, que la prise en compte des effets sémiotiques de l'espace dans sa généralité. Ce qui veut dire que la figure recueille tous les effets des sens que l'espace, que les différentes propriétés spatiales produisent dès qu'elle investisse les domaines du signe, en gros. Et que la figure n'est rien d'autre que ça. C'est ce que j'essaie de montrer, mais moi, j'en vois donc un article, c'est toutes les propriétés de la figure, que ce soit la figure image, la figure forme, c'est des propriétés qu'on a l'habitude d'attribuer à l'espace, mais regardez du point de vue du signe, et donc sa capacité de produire du sens. Et qu'inversement, c'est une thèse qui me semble, en tout cas je proposais comme étant déjà chez Lyotard, il y a des moments explicites de ça. Inversement, c'est une thèse forte. Inversement, l'espace n'est rien d'autre que ces effets sémiotiques. C'est-à-dire, il n'y a pas l'espace qui en plus a des effets sémiotiques. L'espace n'est rien d'autre que ces effets sémiotiques, ces effets d'essence à l'intérieur du signe. Donc voilà. Et ça, c'est la première lecture, thèse de cette lecture que je proposais de la notion de figure chez Lyotard. La figure n'est que la forme de l'espace dès qu'on la regarde du point de vue du signe. Et donc, à partir de cette analyse, cette seconde thèse, si vous voulez, je dessinais le véritable sens de l'entreprise menée dans le discours figure comme étant celui qui consiste dans la reprise et la reformulation de l'esthétique transcendantale kantienne par des moyens nouveaux. Ces moyens nouveaux étant ceux liés au structuralisme et au post-structuralisme, et plus généralement à un certain tournant linguistique ou sémiotique au XXe siècle. C'est-à-dire, on reprend le projet d'une esthétique transcendantale, projet critique d'une esthétique transcendantale, mais sous le filtre du tournant sémiotique. On récupère la notion d'espace, notamment, dans tout ce qu'elle a des sémiotiques. Et en même temps, on définit l'espace comme ces effets sémiotiques figuraux à l'intérieur du signe. Et donc, on récupère le projet critique, on le renouvelle, on le reprend et on le renouvelle sous ces nouveaux aspects. Et voilà. Après un moment de crise de ces kantismes. Et en gros, cela suppose, renouer avec ces projets critiques suppose de trouver les liens internes entre une esthétique et une logique, en gros. Ce qui est le projet kantien dans un certain sens, mais mis à mal
par les avatars du 19e siècle, et donc repris sous la forme sémiotique, et encore une fois, que le structuralisme, éventuellement le post-structuralisme, pouvait proposer. Alors, dans cette lecture, la signification, ou le discours, si vous voulez, mais plus techniquement, je dirais, la signification, apparaît non pas comme l'opposé de l'expression, de la figure, enfin, signification-expression aurait l'apparence des termes opposés. Dans cette lecture que je proposais de l'espace comme effet sémiotique, comme domaine des effets sémiotiques à l'intérieur du signe, et la signification apparaît donc non comme l'opposé de l'expression, discours comme opposé de la figure, mais comme les degrés zéro de l'espatialité sémiotique, dans la mesure où elle se tient, la signification, sur cette pointe d'espatialité minimale au-delà de laquelle nul signe n'est possible. C'est-à-dire, on réduit, la signification n'a rien d'autre que réduire les propriétés spatiales du signe au minimum. On ne peut pas réduire plus, parce que si on réduit plus, on n'a pas un signe. Et en gros, si vous voulez, c'est la juxtaposition de l'être. Ça, c'est l'espace réduit à sa expression minimale. C'est-à-dire, juste le fait de pouvoir juxtaposer l'être. Si je n'ai pas cette propriété, qui est une propriété spatiale, je n'ai pas du signe du tout. C'est la condition minimale pour avoir un signe, mais les minimales, c'est les degrés zéro de spatialité. Ça donne la signification. Dès qu'on commence à ouvrir la spatialité à l'intérieur du signe, on commence à trouver du figural. Et donc, du coup, la signification n'est pas l'opposé, mais c'est la limite, c'est le degré zéro. Encore une fois, je renvoie à ce texte, je ne fais que résumer pour l'instant. Et donc, dès cette manière, et ne serait-ce que du point de vue strictement de l'espace, la logique qui est liée à la signification, en opposition à l'esthétique liée à l'expression, si vous voulez, et se laisse comprendre comme les degrés zéro de l'esthétique. Et on trouve ces principes de lien interne entre logique et esthétique. Et voilà donc la lecture que je proposais de la notion de figure chez Lyotard. Ce qui fait de la figure, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse, enfin c'est une thèse qui m'intéresse soutenir, fait de la figure un principe, avant tout un principe sémiotique, formel et positif. Voilà. Et il y aurait beaucoup à discuter sur la notion de formel et sur la notion de positif et même sur la notion de sémiotique. Mais je ne vais pas le faire, en tout cas pas ici, peut-être dans la discussion ensuite. Alors le texte s'est terminé sur une double ouverture, c'est cette double ouverture que je voudrais reprendre ici. D'une part, suggérant que si Lyotard s'occupait de la partie spatiale de ce renouvellement du projet critique au moyen de la notion des figures, comme principe sémiotique formel positif, la notion de répétition mise en avant par Deleuze pouvait être considérée comme le principe sémiotique positif analogue pour la forme du temps, exactement dans le même terme. C'est un principe sémiotique qui récupère l'action du temps dans sa domaine sémiotique et l'action productrice de sens à l'intérieur du signe donné par le temps, et en même temps en faisant du temps rien d'autre que les effets sémiotiques, que ces effets sémiotiques produit des répétitions à l'intérieur du signe. Voilà. Donc c'était une proposition, je l'ai développée pas, c'était une ouverture possible, et qui faisait de Deleuze et de Lyotard une sorte d'avant-garde ou de front esthétique du post-structuralisme ou de la French Thought. Et le renouvellement du projet critique kantien dans sa dimension esthétique était donné par ces fronts temps-espace de répétition-figure de Deleuze-Lyotard. Voilà. C'est comme ça que je proposais de le lire. Alors la seconde ouverture concernait la place des mathématiques dans cette reprise. C'est une place qui était d'une part négligée plus ou moins par les écrits, par la philosophie tant lyotardienne que deleuzienne, et en même temps exigée. Enfin, elle n'est pas tout à fait négligée, évidemment encore plus prise en compte par Deleuze que par Lyotard. Mais il est exigé, en tout cas. Et les mathématiques, c'est pas quelque chose à laquelle on pense immédiatement lorsqu'on pense à Lyotard. Et
Pas directement lorsqu'on pense à Deleuze, peut-être si, mais c'est pas très évident. Par contre, cette place, il me semble que si on lit de cette façon-là le projet esthétique du post-structuralisme, ayant Deleuze et Lyotard comment dire, les promoteurs, hein, les figures principales de ces projets, les mathématiques sont exigées. Et en particulier dans l'article, je présentais les très beaux exemples, bel exemple que Lyotard donne du symbole hegelien en disant qu'il y a un lien interne entre la constitution du sens n'est pas arbitraire dans les symboles. En particulier, il donnait comme exemple le symbole du triangle et des dieux. La notion, le sens ou le contenu Dieu est inclus de manière nécessaire dans le symbole triangle. Lyotard fait une très belle analyse où il montre comment cela ne peut pas se faire au niveau pur de la signification. Il y a un moment très clair dans ces passages où il y a un lien qui se fait entre le signe triangle, pas le signifiant triangle, mais le signe, le triangle comme signe, dit Lyotard, et les nombres 3. Et c'est là que c'est ça que Lyotard appelle un socle esthétique pour cette signification qui permet de relier intuition et signification, ou expression-signification, si vous voulez. Et alors justement, ce que j'ai demandé, c'est où est-ce que se tisse le lien entre triangle et 3 ? Dans les maths. Enfin, de manière éminente, éventuellement, dans les mathématiques. Donc, cette place des mathématiques dans le projet d'une esthétique est nécessaire. Et la question n'est pas où sont les maths dans tout ça, n'est pas capricieuse, parce que justement dans le projet critique ancien, les mathématiques remplissent le rôle de faire les ponts entre l'intuition et l'entendement, entre l'esthétique transcendantale et la logique transcendantale. Donc ça replace dans ces projets esthétiques ça remet devant la scène la place des mathématiques. Voilà. Donc ces deux ouvertures, c'était celle de la fin de l'article. Et d'un côté, répétition comme forme du temps, analogue à la figure comme forme de l'espace, forme sémiotique positive, et place des maths dans tout cela. Alors, c'est ces deux problèmes que je voudrais reprendre ici, d'où le titre, qui s'appelait La répétition après la figure, et quelque chose comme la reprise du projet critique. Voilà, je vais pouvoir expliquer ça. Encore une fois, tous les détails, je renvoie à l'article. Alors, je voudrais reprendre cette double ouverture. Et par contre, si ces deux thèses, la thèse que la figure est la forme de l'espace, forme sémiotique de l'espace, et que cela reprend le projet critique, n'était pas si évidente chez Lyotard et que cela méritait une lecture et une interprétation. Dans le cas de Deleuze, pour la répétition, il me semble que c'est plus clair. Donc je ne veux pas le développer. Ça a été évoqué plusieurs fois dans le colloque, mais même les textes sont assez explicites là-dessus. La répétition est ce qui anime les synthèses temporelles. C'est explicite. Les trois synthèses du temps sont mobilisées par le principe de répétition. Et de l'autre côté, cela constitue une esthétique transcendantale. Et ça, c'est aussi explicite. Et il y a une citation, je ne vais pas donner, si vous voulez, je vous donne la page après, mais je voudrais arriver plus rapidement au centre. Voilà, je ne veux pas donc justifier ces deux thèses qui méritaient une justification dans le cas des Lyotard. Je ne veux pas les justifier pour Deleuze. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est de présenter le principe de répétition tel que Deleuze le problématise et le met en avant. Le problème de la répétition comme principe sémiotique, et en supposant qu'à de ça on va faire des synthèses du temps après, mais je prends la notion de répétition comme principe sémiotique, et ce que j'avais essayé de faire devant vous, c'est de voir comment en logique formelle et dans la science de la logique moderne et contemporaine, si vous voulez, ces problèmes de la répétition est central.
et comment la problématisation de la répétition, telle que Deleuze le fait comme principe sémiotique, ouvrant une partie, enfin une esthétique dans la logique, comment cette problématisation a ses effets, ou pourrait avoir ses effets, au niveau même de la logique la plus stricte, si vous voulez. Donc je voudrais présenter de manière un peu éclatée 3 cas de Boole, de la logique mathématicée booléenne, et le cas de Frege, et le cas de la théorie de la démonstration, et en particulier avec des développements de Girard. Et alors, évidemment, cela revient à dire qu'en 20 minutes, je vous présenter et la logique proportionnelle, et la logique des prédicats, et la théorie de la preuve. Et autant dire que ce ne seront que des pistes. Déjà, c'est des choses que je ne maîtrise pas entièrement, et encore moins devant vous et en 20 minutes. Donc, du coup, ce qui m'intéressera, c'est juste de localiser la place de la question sémiotique de la répétition telle que Deleuze la problématise à l'intérieur de ces 3 cas de figure de la logique. Évidemment, ces 3 cas de figure sont connectés, et sont connectés d'une telle façon que la répétition a beaucoup à voir avec cette connexion sur l'évolution historique de la logique. Autrement dit, je vais vous faire violence, et d'où le tableau, et je vais vous donner de la vraie logique, si cela était possible. Et voilà, on commence à écouter des... Et bref, et cela ne veut pas dire qu'il y a une volonté de réduction de la répétition, de la notion de la répétition de Deleuze à la pure formalité logico-mathématique. C'est vraiment une exploration de pistes pour penser comment le projet de Deleuze dans ce cas, mais évidemment lié à celui de Lyotard, peuvent être repris aujourd'hui et menés éventuellement plus loin. Alors, j'ai parlé 15 minutes, donc du coup, je ne veux pas justifier. Il y a quand même un élément de plus que je voulais dire. Qu'est-ce qui justifie cette volonté d'aller voir dans la logique qu'en est-il de la répétition? On peut être un peu frappé, et Frédéric Fruteau-Laclos, la dernière fois, justement, mettait en avant l'action de la place problématique de la logique chez Deleuze, ayant un rôle central qui est perdu au fur et à mesure. Il se trouve que justement, la question de la répétition en relation à la logique a été esquivée par Deleuze. La répétition a été mis en contact avec la notion de différence pour déterminer quelque chose comme une ontologie. Au moment de décrire sa logique, les problèmes de la répétition n'apparaissent plus. Et donc, il me semble qu'il y a un trou là à remplir pour voir comment justement une logique et une ontologie sont connectées, et en fonction d'un principe sémiotique qui serait celui de la répétition, qui n'est pas forcément développé au moment... il me semble que cet arrêt, et c'est assez frappant de voir, je ne l'avais pas vu avant, cet arrêt des développements logiques chez Deleuze, même dans ce texte où il prétend parler de la logique, tient à la place de la psychanalyse à cette époque, fin des années 60, 2070. Chez Deleuze, chaque fois qu'il s'agirait de constituer la logique du sens qu'il veut constituer, il y a la psychanalyse qui prend le relais, et la psychanalyse est présentée éventuellement comme le lieu où la logique du sens se joue. Évidemment, lorsqu'il y a la rupture avec Lacan et la psychologie, au lieu d'aller à la logique, ce qui apparaît, c'est Jemslev. Et c'est lui qui va venir donner la nouvelle logique du sens, si vous voulez, c'est la sémiotique de Jemslev, ce qui n'est pas sans rapport avec la logique, mais il y a un lien à constituer. Donc c'est pour ça qu'il me semble que ce trou de la logique par rapport au projet général de Deleuze, c'est un élément un trou à combler. Voilà. Donc, en 2 mots, en quoi consiste le problème de la répétition en tant que principe formel, sémiotique, chez Deleuze? En fait, là Deleuze est très simple. Il paraît très très complexe, mais ce qui est complexe, c'est les synthèses temporelles qui se développent à partir de la notion de répétition. Mais le problème qu'il pointe par rapport à la répétition est encore assez simple. Et c'est celui d'une
j'ai une double figure de la répétition, mais je n'ai pas le droit de dire figure. Et, donc, de formes de répétition. Et une répétition nue et une répétition vêtue. Évidemment, la répétition nue est plus vêtue que la vêtue, et la répétition vêtue est plus nue que la répétition nue. Mais formellement, c'est très simple, et ça revient à opposer une répétition de type A à une répétition AB, 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 AB. Ce qu'il dit, une répétition de type tic, 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 une répétition tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et donc, d'essayer de découvrir derrière toute répétition nue de type tic, 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 découvrir une répétition plus profonde qui serait tic-tac, tic-tac, tic-tac. De telle sorte que A ne serait que une symbolisation c'est un peu trop fort, une sémiotisation de chaque terme AB. Si j'ai AB, 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 voilà, ça commence à devenir un peu étrange, donc on a A, et puis on a une répétition de type AB, 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 voilà. Découvrir une répétition vêtue derrière la répétition nue, c'est découvrir que A n'est qu'une sémiotisation des éléments comme ça. C'est le nom qu'on donne après coup à une répétition de ce type-là. Et voilà toute la thèse de la répétition par rapport à... Enfin, que Deleuze peut poser par rapport à la répétition. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'évidemment, de cette façon-là, chaque forme de répétition produit ou engendre un concept différent de différence. Et des concepts hétérogènes de la différence. Dans ce cas-là, la différence est interne à la répétition. Elle est intérieure. Ce qu'on répète, c'est une différence. Pardon? Non, oui, si. Il y a quand même un trou entre AB et AB. Un trou là ou un trou là? Là ou c'est pas la même chose. Pardon? Vous cherchez à combler un trou? Je comprends pas. On fera la discussion après. Ok, non, bon, ok. Mais imaginez que vous trouvez une chaîne de type AB, sans distinction du tout, pas de trou à l'intérieur, si j'ose dire. Et en fait, trouver une répétition, c'est trouver des régularités de ce type que je pourrais éventuellement sémétiser sur la forme de ça. Et c'est là où Deleuze fait appel à la notion de motif. Un motif, c'est un élément répétitif. On le comprendrait mal si on le comprend sur la forme de A. Parce que c'est pas comme ça, dit Deleuze, qu'un artiste travaille. En fait, il y a une sorte de dissymétrie interne et on connecte un élément dissymétrique avec un autre élément dissymétrique pour générer un effet d'ensemble. Ce qui dit de manière, dessine de manière plus simple. Imaginez un motif, comme ça. Imaginez quelque chose comme ça. Ça, je pourrais le répéter autant de fois que je veux. Mais là, la conception de la répétition est fausse, parce que si je commence à le répéter, je trouve quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'un motif fonctionne. Donc du coup, déjà, j'ai un effet d'ensemble qui est une sorte de corde continue qui se tresse. De l'autre côté, j'ai une instabilité interne. À chaque fois, je connecte A avec B. Vous voyez, j'ai B et A, ici. Et je connecte A avec B, qui est de l'ordre de la dissymétrie interne, et je répète. Et après coup, je peux dire, ça c'est un A, ça c'est un A, ça c'est un A. Vous voyez là. C'est-à-dire, il y a une dissymétrie interne, on connecte un pot de la symétrie avec l'autre, et on répète. Et puis, après coup, je peux dire, en fait, il y a une identité qui est en train d'être répétée. Mais du coup, le problème d'identité se pose, parce que où est-ce que je vais définir l'identité du motif? Est-ce que c'est ça? Il suffit de prendre ça, et c'est la même chose. C'est-à-dire que le problème de où je mets l'identité d'une répétition nue est un problème qui se résout à l'intérieur d'une différence, d'une symétrie interne, qui est dans ce sémiotique. Bon, voilà, enfin, il n'y a pas plus que ça. Évidemment, les effets que ça engendre, c'est énorme, mais il n'y a pas, par exemple, il y a bien trois synthèses temporelles, mais il n'y a jamais trois types de répétitions. Les trois synthèses temporelles sont engendrées par un jeu entre deux types de répétitions. Il n'y a pas plus simple. Alors, et c'est ça
qui réclament d'être compris en termes sémiotiques. Ah, super tard déjà. Donc, voilà. Et c'est là où Deleuze parle d'un système signalétique complexe à l'intérieur duquel se passe quelque chose comme un signe et qui déterminerait des symboles. Et il le parle exactement à propos de cela. C'est pour ça qu'il me semble que la répétition doit être comprise d'un bout à l'autre comme un principe sémiotique. Donc, ces deux répétitions de l'ordre statique, bon, je ne vais pas répéter ça, c'est des paragraphes qu'on connaît tous plus ou moins par cœur. Ok, merci. Et alors, il faut juste retenir ce principe, et c'est ce principe que je vais explorer dans les trois cas de figure, la logique booléenne, la logique et la logique Frege, et si j'arrive chez les temps, surtout que c'est bien plus complexe et que je maîtrise encore moins, donc tout deviendra de plus en plus fou et flou, les deux choses, voilà. Bref, en tout cas, l'hypothèse étant que lorsque on essaye de faire cette opération de trouver derrière des répétitions nues du symbole, des répétitions vêtues, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition qui s'inscrit, de l'expression qui s'inscrit, faisons dans l'ordre, de l'intuition qui s'inscrit dans l'analytique, du synthétique qui s'inscrit dans l'analytique, d'expressive qui s'inscrit dans le signifiant, dans les discursives. C'est ça la thèse, et c'est ça que je vais essayer de montrer dans l'histoire de la logique. Voilà. Alors, quand je dis l'histoire de la logique, je pense strictement à la logique formalisée ou mathématisée qui commence moitié du 19e siècle, et en particulier avec Boole. Alors, avant Boole, il faut comprendre que la logique n'a presque pas de lien avec les mathématiques. La logique, c'est une question de langage, les mathématiques, c'est une question d'autre chose, et c'est, évidemment, chez Leibniz, on a déjà des éléments, mais très clairement, ça a lieu avec Boole. Et ça, c'est difficile pour nous pour comprendre, surtout pour ceux qui n'ont pas une culture scientifique, où on met logique et mathématiques tout ensemble dans un bout. Il y a une vraie rencontre entre deux domaines qui, en principe, n'avaient rien à voir, la logique et les mathématiques, qui a lieu avec Boole, et qui commence à avoir lieu avec Boole. Alors, ça se produit dans un contexte d'algèbre symbolique anglaise, je ne vais pas tarder, mais l'idée, c'est que Boole arrive à capturer des déterminations de la logique au moyen des déterminations algébriques. Les déterminations de la logique étant les déterminations syllogistiques, si vous voulez, qui sont de l'ordre du langage, de la déduction, de la forme des propositions, l'enchaînement des phrases et des concepts. En gros, lorsqu'on pense à logique, on pense l'élément éventuellement fondamental, je vais très rapidement là, mais bon, le concept, la proposition comme un ensemble, comme une combinaison de concepts, et la démonstration comme une combinaison de propositions. On va structurer de cette façon-là. Vous avez un concept, vous combinez deux concepts, vous savez une proposition, vous combinez plusieurs propositions, vous savez une démonstration, une preuve, une inférence. Donc c'est les déterminations de ces fonctionnements que Boole va coller aux déterminations mathématiques et en particulier algébriques. Et c'est là où je mets beaucoup l'accent sur le fait que les mathématiques ne sont pas, au moins de ce point de vue, d'un côté la logique, mais surtout sémiotique, toutes la même chose. C'est aux déterminations algébriques, et pas par exemple arithmétique, analytique, c'est compliqué, mais géométrique, topologique, mais strictement algébrique, que Boole va connecter les déterminations logiques. Qu'est-ce que ça veut dire algébrique? En gros, tout ce qui a à voir avec des opérations, multiplication, soustraction, addition, etc., etc. Pour autant que ça n'a pas à voir avec des nombres. En gros, une formule de ce type-là est arithmétique, mais dès que je symbolise les nombres par quelque chose comme ça, on est dans le domaine de l'algèbre. Voilà. Alors, c'est des déterminations des formules de ce type-là qui vont venir capturer des déterminations logiques chez Boole. Comment ça se fait? L'idée, tout se joue dans la possibilité de comprendre un terme algébrique, A par exemple, comme un terme conceptuel. Il faut que j'arrive à interpréter, si vous voulez, A comme étant un concept. Au lieu d'un nombre genre 2, ça puisse être homme. Oui. Alors, il se trouve que pour le faire,
ce que Boole considère la loi fondamentale de la logique mathématique est une loi de répétition. C'est une loi que dit ces termes algébriques fonctionnent comme un concept dès qu'il est soumis à la loi x carré égale x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je répète x 2 fois et j'ai toujours un seul x. Comment on le fait? Enfin, quelle est l'intuition qui est derrière? X, si on le comprend comme un... Excusez-moi, je vais le mettre ici. Oui. Et on conçoit X comme étant un opérateur de sélection. Et donc je dis, dans cette salle, X, c'est le concept homme. Et j'utilise l'opérateur comme sélectionnant tous les sommes de cette salle. Si je le répète sur ce que j'ai déjà sélectionné, j'ai toujours le même résultat. Et c'est, si vous voulez, c'est ce qu'on veut d'un concept. Ce que la logique veut d'un concept. Évidemment, ce n'est pas ce que Deleuze veut d'un concept. Mais c'est par ces biais, c'est pas une fiction, mais par cette idée, si vous voulez, qu'on peut dire, dès qu'un terme comme ça fonctionne sous la forme d'une répétition indéfinie donnant toujours le même élément, qu'il est un concept. Et puis, une fois qu'on a ça, on peut concevoir la multiplication comme étant, en gros, l'intersection entre des sélections. Si je dis homme et puis je dis chauve, je crois que je suis le seul, non? Et donc j'ai deux concepts, homme, chauve. Je considère la multiplication comme la sélection continue de ça, et je récupère des propriétés algébriques. C'est la même chose si d'abord je sélectionne les chauves et puis les hommes, que les hommes et puis les chauves. J'ai toujours le même ensemble. Donc j'ai la commutativité. Après, il y a des propriétés de distribution, etc., etc. Et c'est ça qui me permet de coller, enfin qui permet à Boole de coller des propriétés mathématiques, algébriques en particulier, à des propriétés logiques. Et alors, cette loi qu'il considère comme la loi fondamentale de la logique est de plusieurs natures. Elle est évidemment d'abord mathématique. Il s'agira pour la logique analytique d'éliminer l'essence mathématique de cette loi. Elle est logique dans le sens que je viens de dire, des sélections et déterminantes des classes. Elle est logique aussi parce qu'elle détermine l'identité du concept. Un concept est toujours égal à lui-même. Je peux le répéter autant de fois que je veux, et il est toujours égal à lui-même. Il détermine par l'identité la non-contradiction et le tiers exclu, parce que soit on est dans X, soit on est hors X. Parce que je ne peux pas avoir une troisième valeur logique pour X, parce que soit je répète X et je suis toujours dans X, soit je ne suis pas dans X. Tout est lié à la notion d'identité éventuellement. Alors, il y a un sens logique de cette loi, mais il y a un sens sémiotique. Ça veut dire que chaque fois que j'utilise le signifiant, si vous voulez, X, homme, il va référer toujours à la même chose. Et c'est ça qu'on imagine d'un point de vue sémiotique pour un concept. C'est un terme que lorsque je l'applique à différents cas, entités, etc., il veut dire la même chose. Homme, 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 homme. Après, on a des noms propres qui ne sont justement pas des concepts et qui ne fonctionnent pas comme ça. C'est des noms qui renvoient à un élément particulier. S'il y a deux pierres, c'est justement il y a deux pierres aux gens. Alors, un concept, c'est un terme que lorsqu'il est itéré, renvoie toujours au même contenu. Et c'est ça qui est déterminé par cet index. Si j'avais un index, si la loi fondamentale était quelque chose de l'ordre de 4, sans savoir 2 ou 3, ce que j'aurais, c'est que la première répétition a une valeur, d'un point de vue sémiotique. La deuxième répétition a une autre valeur, ça renvoie à autre chose. La troisième renvoie à autre chose. La quatrième renvoie à X. La cinquième renvoie à X2, juste appliquant. Et puis j'itère. Et donc du coup, ça détermine 3 domaines du concept par répétition. Alors vous voyez que là, on retrouve ces principes que je suggérais chez Lyotard, où une répétition qui ne serait pas dès lors dans la répétition nue, x, c'est pas la même chose que x, il n'y a pas une répétition là, il y a une sorte
de différence interne entre x et xx, on trouve que la répétition nue n'est que le cas limite, le plus contracté, de une répétition vétue. Et c'est comme ça que eux, ils le voient. Je vais essayer de montrer de manière très rapide comment ces fonctionnements est pris en compte par eux. Toujours est-il que si je regarde ça, j'ai toutes les propriétés du concept que Deleuze critique. C'est-à-dire, le concept est une identité, il fonctionne selon une loi inverse des extensions-extensions, plus j'ajoute des attributs, moins des éléments sont sélectionnés. Et le concept contre lequel Deleuze écrit différence répétition, c'est le concept qui est constitué par une logique de cette forme-là. Alors, les blocages du concept que Deleuze imagine dans différence répétition sont aussi adressés directement contre cette conception. Alors, problème, il y a une seconde loi. Il n'y a pas seulement la multiplication, mais il y a aussi l'addition. Alors, pour garantir le fonctionnement du concept comme identité, le plus naturel, c'est de déterminer une loi de répétition pour l'addition aussi, de même type que la multiplication pour l'addition. C'est-à-dire que pour x plus x, je vais toujours le considérer comme x. Parce que d'un point de vue strictement symbolique, multiplication et addition, comme là je n'ai pas des nombres, c'est la même chose. Je peux le manipuler comme je veux. Alors, pour la seconde loi, si on établit une loi de répétition qui établit une répétition nue, alors on retrouve cette logique. On garantit la logique de Deleuze critique, si vous voulez, la logique classique syllogistique, etc., etc. Alors, il se trouve, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est que il se trouve que ni Boole, ni la logique frégéenne, ce qui va venir après, acceptent quelque chose comme ça. Donc déjà, la logique contre laquelle Deleuze adresse ses critiques, c'est une logique qui n'est pas la moins intéressante, qui n'est même pas la plus actuelle. Et il y a des remarques de Jean-Michel hier soir vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que Deleuze va contre la logique comme science en opposant des principes qui viendraient d'ailleurs, mais en fait c'est des principes que la partie la plus intéressante de la science de la logique a déjà intériorisé. Bref, pourquoi Boole n'accepte pas ça? En fait, Boole n'établit pas une loi de répétition pour l'addition et ça génère énormément de problèmes. Il se trouve que ces problèmes sont des problèmes intéressants d'un point de vue de l'intuition, des mathématiques, pour la logique, dans son sens, si vous voulez, de la science. Pourquoi? Parce que Boole écrit ça toujours de cette façon. Et x plus x, c'est toujours 3x. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces signes-là en logique? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment je rapporte cette loi de répétition à cette loi de répétition? Avec ça, en déterminant une loi de répétition nue pour l'addition, la logique booléenne, mais pas Boole lui-même, c'est les continuateurs de Boole, rabat la répétition à être un seul plan. La multiplication n'est que l'autre face de l'addition et vice-versa. On peut définir l'une par l'autre par des lois des Morgan, et donc du coup, ça devient monoplane. Alors, en laissant une loi de répétition différente pour l'addition, ce qu'on trouve, c'est une polyrythmie. On a les lois de répétition à l'intérieur d'un même système, des lois de répétition différentes, et tous les problèmes, c'est comment on va les accorder. Les problèmes qui s'ouvrent là, c'est le problème des plans de répétition hétérogènes, qui rejoignent point par point éventuellement les problématiques deleuziennes. Alors, pour aller très vite, la manière dont Boole va résoudre ça, ça pose énormément de problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle il l'a fait, c'est des questions philosophiques. L'addition, c'est une loi des objets. La multiplication, c'est une loi des concepts. Les concepts fonctionnent comme ça, mais les objets, je ne peux pas les... il n'y a pas d'intersection des objets. Les objets sont forcément mutuellement exclusifs. Et donc, si j'ai trois objets l'un à côté de l'autre, j'ai trois objets. Je n'ai pas un objet. Ils ne mergent pas. C'est le concept qui merge. Mais pas les objets. Et c'est la réflexion que Boole fait contre tous les booléens qui disent non, mais il faut que tu établisses une loi de la répétition pour l'addition. Il dit non. Et il a une thématisation de la double répétition, en fait, dans ce texte. Alors, les problèmes, ce qui m'intéresse, c'est les problèmes sémiotiques, et éventuellement logiques et ontologiques que ça génère, c'est comment on va mettre en rapport
deux systèmes de répétition différents à la théorie de la logique. Alors, son système cloche. Et c'est pour ça qu'on garde debout les systèmes des booléens qui ont continué. La manière de résoudre ça par boule, c'est d'exclure les termes numériques, qui eux-mêmes témoignent d'une répétition. Une répétition, justement, en termes répétition vêtue, on dire comme ça. Alors, comment il va l'exclure? Justement, par des théorèmes mathématiques. Ce ne sont pas des théorèmes logiques. Il va utiliser le développement des Taylor pour justifier que ces termes-là, s'il y a des termes numériques qui affectent des termes logiques comme ça, les termes logiques sont forcément vides. Mais la manière de le justifier, c'est par des théorèmes mathématiques. On a besoin d'introduire des principes que j'appellerais des synthèses mathématiques et, pour exclure ce qui ne va pas. Et on récupère donc la logique abstraite, booléenne, une fois qu'on vit tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en ouvrant ces doubles répétitions, ces systèmes hétérogènes de répétition, il y a comme une sorte d'épaisseur au bord de la logique, pour reprendre l'expression lyothardienne, qui s'ouvre et qui appelle à des synthèses qui ne peuvent pas être de l'ordre logique. Les problèmes qui apparaissent, par exemple, c'est que en faisant ça, en donnant ce type de répétition, les booléens pouvaient aller jusqu'à dire en fait la loi c'est n'importe quel nombre, parce que si j'ai cette loi qui est valide, je peux rabattre tout n. Lorsque je récupère des éléments numériques au niveau de l'addition, la loi qui jusqu'à maintenant était sémiotique et logique a aussi un sens mathématique. Et donc du coup, c'est pas la même chose x2 égale x que x3 égale x. Pourquoi? Parce que lorsque je factorise ça, j'ai une loi de ce type-là, je passe le x, ça commence à devenir numérique si vous voulez. C'est juste cette information que vous avez appris en sixième. Voilà, je passe le x en négatif et puis je factorise. Et ça, c'est deux termes logiques. En l'occurrence, c'est le terme x et le terme non x, tel que Gould le définit. Ce qui dit que l'intersection est vide. Ça donne un principe d'identité du concept et des non-contradictions. Mais passons par la maths. Alors pourquoi je ne pourrais pas établir une loi de répétition de ce type-là? Parce que la factorisation me donnerait x 1 moins x et, par exemple, quelque chose comme ça. Et ça, ce n'est pas interprétable en termes logiques. Donc, c'est en forçant une double répétition à l'intérieur de la logique, il y a une épaisseur mathématique qui va médier entre le sémiotique et le logique. C'est là où on va décider les choses, dans cette synthèse. Il y a d'autres problèmes aussi intéressants. C'est bon, comment on va résoudre ça? Quel problème sémiotique ça pose? Imaginez que je n'ai pas une loi pour l'addition, j'ai des problèmes de ce type-là. Et x plus x plus x égale 3x. Égale 3x. Imaginez que pour x, je mets le nombre 3, ça fait 3 plus 3 plus 3 égale 3 fois 3, qui est égal à 3 au carré. Mais 3 au carré, comme j'ai une loi de répétition qui me dit que c'est égal à 3, il se trouve qu'au debout d'une expression comme ça, c'est un nombre différent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Évidemment, le problème, c'est que pour Boole, on ne peut pas faire ça parce que 3 n'est pas soumis à la loi de répétition. Peu importe, sémiotiquement, le problème se pose. Et une autre. Pardon? Les nombres ne sont pas des concepts. Exact. Mais c'est tout le problème, le concept du nombre. Le nombre articule l'ensemble des conceptualités logiques en général. Alors, ce qui se passe, voilà un problème. Un autre problème, c'est comment je vais recoller les deux répétitions. Par exemple, x à la n égale n de x. Là, on a une répétition qui est de l'ordre de l'addition. Là, on a une répétition qui est de l'ordre de la multiplication. Si je généralise une expression comme ça revient à dire quel est le nombre que je mettrai pour des expressions de type comme ça, où je mets en rapport les deux répétitions. Si je généralise ça, ce que j'ai, c'est le domaine des polynômes.
est-ce que ça c'est un monome et je commence à mettre x n plus n a n plus 1 etc., égale 0. Alors, c'est où cela se résout? Dans cette asymétrie, si vous voulez, cette différence, où, en termes général, le rapport entre les deux répétitions, c'est en théorie des nombres. Il ne faut pas trop pousser, en fait, c'est beaucoup plus délicat. Mais théorie des nombres qui est en train de naître en Allemagne en même moment, avec Gauss en particulier, dit, en fait, je peux considérer 9 et 3 comme étant les mêmes éléments, à condition de considérer modulo 3. C'est une notion complexe, mais en gros, les mathématiques ont des dispositifs pour considérer que ça, c'est OK, c'est pas une identité, mais c'est une congruence. C'est-à-dire, je mets les nombres, je les ordonne comme ça, CO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vois que 3 et 9 sont dans ces groupes. Je n'ordonne pas groupe, et puis je peux faire une arithmétique des groupes. Jérémy, tu ne vas pas pouvoir expliquer Z sur 3Z. Ok. Alors, voilà le problème que pose la double répétition ouverte par la double loi, et l'appel aux mathématiques, ça engage. Et la logique frégéenne va donner une sorte de solution à ce problème. Ces doubles systèmes de répétition joints pour des objets et des concepts va être repris. C'est pas une reprise directe, mais c'est une reprise du problème en disant en fait la répétition de l'addition, je vais la symboliser par des lettres que je me donnerai de base. Ça serait des individus. A, B, C, D sont des individus à la base. Et le concept, c'est quelque chose qui se passe sur ces individus. Alors, c'est-à-dire que ça peut être des domaines de X, et le concept, ça va être quelque chose comme ça. Peu importe ce que ça signifie, peu importe les termes symétriques. Alors, la répétition de 1, 2, 3 qui apparaissait chez Boole est complètement écartée, elle est sémiotisée, et les problèmes est écartés en disant, j'ai un nom pour objet, c'est un nom propre. A, B, C, D, après je vais considérer les domaines généraux, mais c'est des noms propres des objets. Donc du coup, le problème de savoir, le problème de la répétition est réglé. Le problème de la répétition d'un signe, il n'y a pas de répétition d'un signe, il n'y a pas deux A. Je donne à chaque élément un nom différent. Donc du coup, je n'ai pas de problème de A et A. C'est un nom propre, c'est pas un concept. Donc le problème se pose, le problème de la répétition tel qu'on le cherche, se pose au niveau des concepts. Mais il se pose inversement. Au lieu de penser quand est-ce que deux signes sont le même, genre quand est-ce qu'un signe répété est le même ou est différent, quand est-ce que X et X renvoient à X, ou renvoient à deux types de concepts différents, je vais me demander quand est-ce que deux concepts différents sont en fait le même. Est-ce que c'est clair? Au lieu de X, quand je itère X, le même symbole, je le répète, est-ce que ça renvoie à une différence ou pas? X carré égale X dit non, ça renvoie à aucune différence. Là, je vais demander, j'ai f de x et j'ai g de x, j'ai rouge de cet élément-là et j'ai vert de cet élément-là. Et c'est le concept de vert, c'est une propriété sur un ensemble d'éléments. Quand est-ce que ces deux-là sont les mêmes? Quand est-ce que je peux dire que f est égal à ag? C'est le même problème, mais inversé. Alors, vous voyez que le problème de la répétition passe au niveau strictement des concepts. On résout ce problème. Et justement, il est quelle heure? Tu m'as dit 12 heures. Il reste 10 minutes. Ok. Et alors vous voyez que maintenant la répétition qu'il s'agit d'établir, le problème de l'identité de la répétition qu'il s'agit d'établir, se fait sur des éléments articulés. C'est-à-dire non sur des éléments de type A, 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 c'est des éléments de type AB, AB,
AB. Enfin, G de X, F de X. Et donc, du coup, j'ai d'autres outils pour établir cette identité. En gros, je commence à explorer des instances articulées pour déterminer dans quelle mesure elles sont semblables ou pas. Enfin, elles sont la même. Je peux les symboliser avec un seul nom. Et donc, du coup, c'est exactement ce que Deleuze dit qu'il faudrait faire. Tout le problème de la quantification, toute la question de la quantification, toute l'invention productive de la quantification qui a donné les pouvoirs expressifs à la logique, vient du fait articulé de la fonction propositionnelle. Le fait que j'ai deux termes, et donc que je peux lier par un autre élément, disant, bon, F et G sont différents, mais les X sur lesquels ils tombent sont les mêmes. Avant, ces problèmes ne pouvaient pas se poser pour Boole parce qu'il n'y avait pas des termes articulés. Je sais que tout cela est très complexe, mais croyez-moi que là, le problème de la répétition se fait sur des éléments sémiotiques articulés, et que cela est décisif pour augmenter de manière très profonde la capacité expressive d'une logique. À tel point que la logique est capable, de cette manière-là, de construire des grands bouts des mathématiques. Et on retrouve le problème des mathématiques à l'intérieur de la logique, justement à cause d'une prise en compte d'une répétition complexe. Comment je veux faire des deux éléments articulés un même élément? Voilà la stratégie générale de la logique booléenne. Frege, pardon, ça cloche. Et ça cloche justement parce qu'on essaie de rabattre cette identité ou cette différence conceptuelle, enfin, cette détermination de la répétition à ces niveaux-là, sur les éléments de base. Alors, ce qui n'est pas forcément un problème, ça donne une logique extensionnelle, mais ce qui est un problème, c'est lorsque un élément articulé, je le considère comme un élément simple, par exemple F, et je le mets à l'intérieur, où je confonds une répétition vêtue avec une répétition nulle. Si la séparation des deux domaines de répétition assurait un poids expressif, le fait de les confondre fait qu'il y a des inconsistances qui apparaissent. Le système est contradictoire. Et alors, la place de l'intuition et des mathématiques là-dessus, c'est évidemment la capacité nouvelle de la logique de devenir productrice des mathématiques, si vous voulez. Mais le prix à payer pour ça, c'est soit la contradiction, donc l'analyticité ne fonctionne pas, soit une solution à la Russell, où il faut assumer des axiomes synthétiques ou intuitifs. Axiome de l'infini, axiome du choix, c'est des axiomes d'existence. Je dis, ça existe, et ça, c'est pas analytique. Donc l'apparition d'une répétition vêtue à l'intérieur du système sémiotique, comme ça, oblige à importer de l'intuition ou de la synthèse, là j'utilise un synthétique ou intuitif dans le même sens. Et ça d'un côté, mais plus profondément, les modèles que Frege prend pour sémiotiser la logique de cette façon-là, c'est les modèles de l'arithmétique lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une analyse sémiotique de l'arithmétique avant de constituer la logique. Et ça, c'est un domaine aussi de synthèse et d'intuition. Alors, je ne veux pas faire le troisième élément, parce qu'il reste, 7 minutes. Je dirais, je ferai des dessins comme ça. Et ça change avec Gödel, en disant que tout système qui est expressif à ce point aura le même problème, même en les sauvant par les types de Russell, peu importe, vous allez avoir ce problème dès que vous savez cette puissance expressive. Alors, ce qu'on a tenu la preuve avec Gensen, puis Kravitz, puis il y a plein de gens, et Jean-Yves Girard en particulier, qui est un français, et on fait, c'est encore une fois de renverser le problème. Si Frege avait renversé le problème de dire pas la répétition d'un même signe, mais la répétition de deux signes différents, pas l'identité de deux signes pareils, mais l'identité de deux signes différents. Ce que la théorie de la preuve va faire, c'est imaginer que vous avez un élément C, je sais pas, A, B,
au lieu de les penser comme une prémisse et voir ce que je peux en déduire, c'est de ça comment la manière dont fonctionnent les systèmes formels avant, vous donnez des axiomes, vous donnez une règle des passages vers la conclusion, et après vous voyez ce que vous pouvez en tirer. Il se trouve que vous pouvez toujours en tirer une contradiction dès que vous êtes suffisamment spécifique. Les stratégies, ça sera différent. C'est-à-dire, vous prenez une proposition, A implique B, et vous essayez de demander quelle prémisse aurait pu la valider. Vous remontez, vous la considérez comme conclusion, et vous demandez comment est-ce que cette prémisse aurait pu être démontrée. Évidemment, ce qu'on cherche là, c'est à essayer de contourner la contradiction. Plus précisément, à contourner l'indécidabilité. Une des phases de théorème de Gödel, c'est il y a des théorèmes indécidables. Vous ne pouvez pas le démontrer. Alors, je prends des positions comme des démonstrations et j'essaie de voir comment elles sont démontrées pour identifier les lieux où ça cloche, en gros. C'est comme ça que je vais traquer les problèmes à l'intérieur de la logique. Alors, on pourrait penser, évidemment c'est beaucoup plus complexe, on se donne des règles, et toute la question c'est de savoir si j'applique cette règle, qu'est-ce qu'il y avait comme prémisse. Et si j'ai il n'y a pas de plus ici, il y a des observateurs logiques, mais disons que A ou B, et que j'ai la règle d'introduction du connecteur ou par la gauche, je sais qu'en fait, ce que j'avais ici, c'était A. Parce que cette règle n'est rien d'autre que le fait que à A, j'ajoute par la droite un autre élément. Donc, je fais une distinction des règles possibles de déduction, et j'essaie de déterminer comment je monte. Alors, la seule règle qui ne me donne pas une détermination vers le haut, c'est la règle des modus ponens, en gros. C'est-à-dire, si j'ai A et chez A implique B, je peux en tirer B. Mais si j'ai B et que je sais que la règle qui a été utilisée, c'est cette règle-là, en fait, je ne pourrais jamais retrouver A parce que A, je l'ai perdu en chemin. Chez A implique B, je jette A, il me reste B. Donc je perds de l'information. C'est la seule règle qui me fait perdre de l'information. Donc on aurait tendance à dire les problèmes de l'indécidabilité est là. On perd de l'information lorsqu'on va vers le haut. Et en fait, non. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'on démontre que tout ce qu'on peut faire avec modus ponens, ou non, un peu plus technique, coupure, on peut le faire sans. Alors, où est le problème? Et c'est ça, je termine l'expression des 3 cas avec ça, ça suffit. Le problème est justement dans la contraction. Dans le fait que de AA, je peux tirer A. Encore une fois, la répétition vêtue. Pourquoi cela est un problème? Parce que si je peux à chaque fois appliquer cette règle, ma déduction peut aller à l'infini. Je peux toujours reproduire l'élément et aller à l'infini. Et si une preuve est infinie, elle est indécidable. Je ne sais pas qu'on détermine. Je n'ai une preuve que lorsque cet arbre est fini, il termine. Si j'ai une branche de ma démonstration qui court vers le haut, elle ne finit pas, elle est indécidable. Et donc, en gros, là où on croyait que c'était ça le problème est le problème de la répétition. La solution que Girard va donner, c'est de dire cela n'est plus valable. On arrête avec cette question de la répétition nulle. Tout A, lorsque je l'utilise, il disparaît. L'exemple qu'il donne, c'est vous avez 5 € et vous pouvez acheter des Gauloises ou des Marlboro. Vous ne pouvez pas acheter les deux. La logique classique vous dit vous pouvez acheter les deux. 5 vaut Marlboro, un paquet de Marlboro vaut 6, je ne sais pas. Oui, absolument. 7, allez, 7. Et un paquet de Marlboro coûte 7 €. Un paquet de Gauloises coûte 7 €. Alors vous avez 7 €, vous pouvez acheter les deux. Ben, vous voyez bien que non, qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc du coup, la logique classique vous dit que vous pouvez acheter les deux ensemble. Ce que je veux dire, ce que j'ai dit, c'est non, vous achetez un ou l'autre. Si vous savez utiliser A, vous n'avez pas le droit de l'utiliser à nouveau. Donc il arrête la répétition nue. Un problème qui apparaît, c'est comme si j'ai besoin 2 fois, si je veux les 2 paquets, ben, j'ai besoin de 2 fois 7 €.
Comment j'identifie cet héros et cet héros? La manière d'identifier, c'est indexer à 1 et à 2. Comment on indexe? C'est ça qui intéresse parce que ça rejoint Lyotard. On indexe par la place qui s'occupe dans la preuve. Cette preuve-là va bifurquer comme ça, toujours en cherchant quels sont les éléments qui la constituent. Alors, si j'ai besoin de A ici, et j'ai besoin de A ici, parce que là j'ai A et parce que là j'ai A, et je n'ai pas le droit d'utiliser plusieurs fois, donc j'aurai un 1 et un 2, mais le 1 et le 2 vont être donnés par la place qui s'occupe dans la preuve. Alors, il y a une géométrie qui s'introduit. Il y a la figure qui apparaît pour déterminer la répétition. Et c'est cette géométrie des preuves qui va déterminer les principes d'itération. Tout cela, encore une fois, plus complexe, mais intéressant pour la répétition, parce que les éléments qu'on utilise ici, en fait, ne sont que cette sémiotisation des cas similaires, donc des motifs. Il y a des motifs similaires, on fait des ensembles et on considère cet ensemble comme étant l'élément. On symbolise des répétitions déjà vécues. Voilà à peu près. En fait, dernier élément ici, c'est pas qu'on barre complètement la répétition nue, c'est qu'on symbolise avec un élément, un signe particulier, les éléments que je peux itérer de manière indéfinie. On le fait en particulier en mettant un point d'exclamation. Et tel que le dit Girard, cet élément-là, c'est-à-dire vous pouvez prendre à tout ce que vous voulez, en fait, de manière très technique, très précise, c'est la symbolisation logique de la mémoire informatique. Cet élément-là, vous le mettez en mémoire, et vous pouvez le répéter comme vous voulez. Donc, dès que vous arrêtez de répéter de manière nue, il y a des figures de temps qui apparaissent. Ce n'est pas la seule. Il y a aussi une notion d'histoire que Girard met en avance. Évidemment, il faut dire que Girard n'a jamais lu Deleuze ni Lyotard. Et il y a un élément de temps, un élément temps des calculs, éventuellement, un élément de mémoire, un élément d'histoire, etc. Alors, il ne faut pas pousser, ça sera mon dernier mot. J'ai déjà trop poussé. Et il ne faut pas pousser trop loin. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir un grand enthousiasme à dire la philosophie deleuzienne, en fait, a non seulement vu ça, mais il l'a déjà prévu, et permet de comprendre ce qu'il y a de plus technique et avancé dans le domaine scientifique. On pourrait avoir cet enthousiasme, on pourrait avoir une déprime symétrique en disant, en fait, des concepts de répétition de Deleuze c'est tellement large que tout entre. Vous voyez que là, à chaque fois, toutes les répétitions que je vous ai données, c'est des répétitions de type différent. C'est pas la même chose la répétition de Boole que la répétition sémiotique de Frege, que la répétition, là, pour le coup, oui, plus ou moins que celle de Boole, mais à chaque fois, il y a des cas de figure différents. À chaque fois, ces répétitions engendrent un besoin de synthèse différent, un besoin d'intuition différent, des domaines différents des mathématiques, des figures différentes ne serait-ce que de la trace, etc. Donc du coup, ça pourrait donner justement des primes. En fait, la notion de répétition n'est pas suffisamment forte. Je crois qu'il faut avoir ni l'un ni l'autre, qu'il faut juste pousser des problèmes qui sont pertinents et puis sont pour lire les problèmes, parce que du coup, il faut le reconnaître, tous ces problèmes sont liés. Et donc, les principes donnés de répétition de Deleuze permettent de parcourir problématiquement l'élément fondamental, dans ce cas de la logique. En même temps, ces parcours permettent de spécifier Deleuze, si vous voulez. Donc voilà, je vais m'arrêter là, il y avait plein d'autres choses, mais je vous laisse pour questions éventuelles. Merci beaucoup. Pendant ton exposé, je me suis souvenu pourquoi j'étais pas censée modérer cette séance. Donc, il y a quand même 10 minutes pour des questions. C'est bon. Oui, Arnaud. Merci beaucoup, c'était vraiment impressionnant. Pour reconnecter tout ça avec les références d'histoire de la philosophie que donne Deleuze dans ce chapitre, je me demandais si on ne pouvait pas privilégier ici la figure de la répétition chez Nietzsche, à laquelle Deleuze lui-même donne une grande importance. Cette répétition, par opposition à celle de Kierkegaard ou de Hume,
permet de faire l'économie du temps, hein, dans une certaine mesure. Parce qu'on pourrait soutenir l'interprétation suivante, c'est que si la répétition est vraiment répétition à l'identique, alors le sujet qui contemple la répétition doit être lui-même totalement identique à ce qu'il était lors de la première advenue de l'événement. Il est lui-même identique, donc il n'y a pas de conscience omni-englobant qui assisterait aux répétitions. Il n'y a pas de temps omni-englobant, il n'y a pas de Dieu omni-englobant comme milieu de toutes les répétitions. Et par conséquent, l'advenue singulière d'un événement, c'est strictement la même chose que sa répétition indéfinie. Ça devient indiscernable. Et là, on trouve du x égale x2, x égale x3, x égale xn. Alors c'est peut-être de boule que c'est beaucoup proche, mais enfin, est-ce que ça ne pourrait pas susciter en toi des nouvelles hypothèses? Ok, et merci pour la question. Je crois que la réponse va te décevoir un peu, et, parce que je suis devenu assez prudent, en grande partie à cause d'être dirigé par Jean-Michel, et ce qui est une bonne chose. Alors, je vais donner deux réponses. En principe, il faut avoir beaucoup de prudence par rapport à exporter directement des choses qu'on sent, en fait. On les voit, on sent qu'on parle de ça. Mais de l'exporter directement. Et donc, voilà, avec de prudence. Après, il y a des questions plus techniques. C'est-à-dire qu'il me semble, si on pouvait le discuter, qu'il n'y a pas 3 répétitions chez différentes répétitions. Il n'y a pas la répétition humienne, bersonienne et nietzschéenne. Il y a 3 synthèses des temps à partir du même problème de la répétition. Le problème de 2 répétitions, c'est celui qui engendre, lorsqu'on le comprend de manière immédiate, la notion d'habitude, mais pour comprendre sous la forme d'habitude, il faut se donner en fait une notion de mémoire, et pour comprendre sous la forme de mémoire, il faut se donner une notion d'éternel retour. Donc il n'y a pas 3 répétitions, il y a juste un même problème qui est lui, moi j'appellerais sémiotique, qui, dès qu'on le regarde, on porte un regard, si vous voulez, métaphysique ou transcendantal ou philosophique dans ces sens-là, on est forcé de penser ces 3 synthèses des temps. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est c'est pas que je fais l'économie, enfin, je ne coupe pas les synthèses temporelles, mais je ne m'occupe pas de ça. Je garde le principe sémiotique qui est inscrit là-dessus, je le teste, je l'importe au domaine de la logique, et j'essaie de retrouver des effets au niveau même de la logique qui iraient dans le sens d'un projet qui introduit l'intuition. Après, évidemment, le plus dangereux, c'est par exemple les images de temps qu'on peut trouver dans la logique de linéaire, la dernière que j'ai présentée, avec les temps comme synthèse chez Deleuze. Et c'est pour ça que je l'ai cité à présenter ça. Il est quand même étonnant de dire que lorsqu'on fait ça, on retrouve des figures du temps dans la logique. Donc ça, c'est à explorer. Je ne dis pas que non, mais en même temps, je suis prudent. Il faut. Oui. Oui, Jean-Michel. Bon, tu fais d'excellents exposés à beaucoup d'égards, donc je vais garder l'idée que tu es effectivement en thèse avec moi. C'est un premier point. Par exemple, la réponse que tu viens de faire sur la compréhension de Deleuze, je suis complètement d'accord. Surtout le côté interprétatif à l'égard de Deleuze et de Deleuze et Lyotard aussi est très inspirant. Et le programme général consistant à dire que l'un et l'autre cherchent à relier l'esthétique et le logique, que c'est une manière d'hériter du projet kantien. Je suis assez convaincu par ça. Et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui a lieu aussi pour connecter avec Monica. Ça a lieu aussi dans la phénoménologie. Si tu interroges des gens comme Didier Franck, qui te diront que le problème, c'est de trouver des ancrages de la logique dans le corps, par exemple. Donc il y a une problématique générale un peu 20e siècle que tu soulignes tout à fait admirablement, et je voulais t'en faire compliment. Maintenant, il y a le problème du développement qui est lié à ton travail sur la logique que tu nous as présenté avec les étapes Boulle, Frege, Girard. Et alors, ce travail, il est très certainement passionnant en lui-même comme investigation de l'histoire de la logique, et je pense que beaucoup de choses que tu décris sont excellemment mises en vedette et à bon droit. Maintenant, ce qui ne me convainc pas, c'est l'articulation avec Deleuze et avec le motif deleuzien que tu as pris, qui est effectivement le motif fondamental, j'en suis d'accord,
qui est la répétition nue et la répétition vêtue, c'est-à-dire en fait la thèse de Leuzienne, comme quoi la répétition est répétition du différent. C'est exactement cette thèse-là, l'articulation de la répétition nue et de la répétition vêtue. Derrière toute répétition nue, il y a un motif intégrant une différence qui est répétée. Donc la répétition est toujours répétition du différent. Alors, il me semble que par rapport à cette idée de Leuzienne, ce que tu as présenté en lisant l'histoire de la logique, ça montre que dans cette histoire de la logique, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire que dans l'histoire de la logique, tout ce à quoi on accède comme motif, pour reprendre cette terminologie, on y accède toujours en présupposant la répétition nue. C'est-à-dire que quand tu prends les exemples que tu as pris chez Boole, on part de la répétition XXX, puis ensuite on se place dans l'hypothèse opératoire, où je vais avoir une loi de multiplication, et si elle est idempotente, j'ai juste XXX, et si en fait le premier exposant qui revient au même, c'est l'exposant 4, je vais avoir un motif, et le motif sera mesuré par le premier exposant de retour au même. Donc là, tu vois un cas où tu pars de la répétition nue, et tu dégages des motifs à partir de ça. Et en fait, c'est le cas dans chacun de tes exemples, si tu réfléchis. Et donc ça, c'est une différence importante par rapport à la Schwärmerei de Leuzienne, contre laquelle je lutte, qui consiste à croire qu'on peut se passer de la productivité du moment de l'identification. Et c'est ça qui ne va pas dans une certaine manière d'entendre la thèse que la répétition est répétition du différent. Et de ce point de vue-là, je trouve que ton travail le montre bien. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'idée qu'il y a une corrélation profonde de la répétition nue et de la répétition vêtue soit fausse, mais c'est que l'idée qu'on puisse dégommer la priorité de la répétition nue ne tient pas, ou du moins ne tient pas dans tous les domaines, ou ne tient pas dans tous les sens. Voilà. Oui, et c'est en particulier vrai pour le cas des booléens. Et ce qui m'intéresse justement, c'est le cas dévié des boules par rapport aux booléens, parce que en n'acceptant pas le principe de répétition nue, dans tous les cas, engendre une divergence qu'il lui-même il peut pas maîtriser, donc du coup il s'en débarrasse et retrouve la logique booléenne. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la déviation génère des figures de l'intuition. Il a besoin d'appeler les maths, et pas seulement, etc., etc. Mais, évidemment, ces penseurs-là pensent sous la forme de l'identité. Par contre, il me semble que dans cette progression-là, que je n'ai même pas esquissé, la progression dans les trois cas, ou peut-être très très légèrement, le problème de l'identification est un problème proprement frégéen. Tout le problème, c'est qu'il la rabat sur une répétition nue qui est à la base, qui est celle des éléments. Et qu'on a sémiotisé de manière A, B, C, D, et ça, là, c'est vrai que A se répète sous forme nue. Et par contre, tous les problèmes de la logique frégienne, c'est de savoir quand f de G et f de X et G de X sont le même. C'est un problème d'identification. C'est à tel point, c'est le problème fondamental, qu'il motive la distinction entre sens et référence. Je peux pas dire que A égale A, parce que dans ce cas-là, j'ai une identité qui est nue. Dans f de x égale g de x, ce que j'ai, c'est un a égale b. Et donc, il faut que j'invente ce domaine du sens où l'identification est quelque chose qui va se faire. Et d'accord avec cette analyse, mais c'est un problème second d'identification. Tu t'es donné un premier niveau d'identité, et tu te poses la question de savoir comment tu vas procéder à de nouvelles identités. Exact. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas encore fait. Par contre, lorsqu'on va à la théorie des JR, enfin, une théorie des preuves en général, et en particulier JR, mais c'est pas JR en fait qui invente tout ça, on voit très bien que les éléments ne sont pas du tout donnés à la base. On fonctionne à chaque fois par isomorphisme. Les éléments, les éléments qu'on manie sont en fait des collections des motifs, et on se donne un langage qui est les lambda calcul, qui est le travail sur cette identification des motifs. Après, peut-être tu as raison sur le fait qu'il faut de toute façon avoir une sorte d'identité du caractère à la base. Je ne sais pas si c'est ça que tu pointes, mais dans les lambda calcul comme langage de cette géométrie des preuves, si vous voulez, est un langage où ça fonctionne par strates, qui s'appelle la alpha conversion, la bêta conversion, et c'est à chaque fois des strates où on identifie, on construit des identités à partir des motifs. La alpha conversion, c'est j'ai le même motif dans la règle, mais peut-être j'ai des caractères différents. Enfin, A implique B, c'est la même chose que C implique D, dans la mesure où il n'y a pas des variables liées, bon, peu importe.
Donc, il y a une alpha conversion qui me dit, bon, ça c'est l'implication en général, peu importe la lettre que j'ai là, A, B ou C, D. J'ai fait abstraction de ça et c'est un motif. Là, il y a une... Désolé, le lambda calcul, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes d'identification qui sont propres, qui sont très intéressants, qui sont nouveaux, qui sont liés aux règles de réduction, comme tu l'as dit. Mais basiquement, le lambda calcul, ça te déploie un espace de termes où chacun est récupérable indéfiniment, sous la forme de la répétition nulle. Et tout travail logico-formel fonctionne comme ça. On a toujours le déploiement de ça comme point de départ. Je dis ça parce que ça rejoint la discussion d'hier, et je pense que du point de vue de la méditation philosophique de ce que Deleuze nous a transmis, c'est quand même assez important. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est là où j'allais finir sur ça, justement, c'est que si c'est le cas en logique, c'est là où Deleuze peut nous apprendre qu'à chaque fois que la logique met ça, il faut trouver quand même derrière ce qui est en train d'être symbolisé. Et en gros, à mon avis, l'apport fondamental d'une lecture deleuzienne, c'est ces regards sémiotiques portés sur la logique. Il faut porter sur les lois logiques et mathématiques un regard sémiotique qui vous permet de voir comment les termes identiques sont en train d'être construits. Et c'est là l'esthétique. Alors, il y a un autre dernier truc que je veux dire, je suis désolé d'embêter tout le monde, mais parce que c'est pour replacer par rapport à Deleuze-Lyotard aussi. Le programme général de reconnecter l'esthétique et la logique, bon, je ne suis pas contre qu'on essaye de le traiter comme tu le traites, mais c'est une façon très particulière de le traiter. Oui. C'est une façon qui est celle d'une branche très intéressante de la logique contemporaine, où on essaye de traiter ce problème avec cette notion de géométrie de la preuve, comme tu as dit, c'est-à-dire on peut dire que ça remonte à l'espace combinatoire de Cavaillès, c'est-à-dire essayer de réaspirer l'esthétique dans le logique. C'est-à-dire se souvenir qu'après tout, c'était parti là-dessus, c'est très juste, partir de l'idée que l'espace de la logique, l'espace sémiotico-structural, l'espace des signes, c'est qu'encore un espace, il y a encore une topologie de ça. Et donc on peut travailler comme ça pour montrer qu'à l'intérieur de cet univers appauvri, en réalité, il y a toujours des figures, comme tu l'as dit dans ton exposé, je suis complètement d'accord. Mais il ne faudrait pas donner le sentiment, à mon avis, que le programme de la reconnexion de l'esthétique et du logique se limite à ça. Parce qu'il reste l'autre esthétique, l'esthétique de la dimension inobjective et tout le travail d'interprétation des maths là-dessus. Tout ce que je voulais dire. Je suis d'accord, et j'ajoute un troisième élément qui me semble quand même une voie explorée qui pourrait rapporter cette notion d'esthétique chez Santé qui est très précise et volontairement précise en fait. Et parce qu'en fait, elle est une machine de guerre contre la philosophie analytique, vous aurez compris. Et c'est-à-dire que on peut, avec des regards sémiotiques posés sur la logique, à chaque fois qu'un philosophe analyticien vous dit la logique est analytique, vous dites non, vos symboles sont en train de fonctionner de telle sorte. Bref, il y a de l'intuition partout, si vous voulez. Mais c'est pour ça que je la garde volontairement spécifique. Par contre, il me semble, et on n'a pas tout à fait besoin de Deleuze pour faire ça, mais en tout cas, on a besoin de l'inspiration deleuzienne, si vous voulez, mais puis les outils deleuziens, on n'a pas trop besoin. Il y a d'autres outils plus puissants, même de la linguistique structurale. Par contre, là où il me semble qu'il y a un point intéressant, c'est que si on conçoit cette notion d'esthétique comme articulée autour de la notion de répétition et des figures, il ne faut pas oublier que la notion de répétition des figures ici fonctionne comme des termes esthétiques dans le sens d'intuition mathématique ou formelle de l'espace et du temps, mais ils sont des concepts esthétiques dans le sens des théories de l'art. C'est-à-dire qu'on en fait des analyses des œuvres d'art, que ce soit des compositions musicales, littéraires. Les notions de répétition et de figure sont des notions fondamentales pour une analyse esthétique. Après, je ne dis pas qu'elles réduisent complètement les principes d'une critique artistique, d'une critique de l'art, mais je néglige pas en fait le fait que répétition et figure sont, si vous voulez, deux principes formels de ce que Deleuze pourrait appeler composition comme élément fondamental de l'art. Enfin, ouais. À explorer, encore une fois, avec beaucoup de prudence. Mais pourquoi pas penser que des répétitions qu'on pourrait trouver chez Wagner, dès qu'on arrive à les formaliser, à les schématiser, pourraient être mises en correspondance en tant que principe sémiotique avec des logiques. Enfin, je sais pas. Mais vraiment, c'est... Bien, on va s'arrêter là. Merci à tous les deux.